Il est souhaitable d'avoir une production maîtrisée statistiquement pour en assurer sa stabilité et ainsi permettre son suivi, prévoir ses tendances, permettre des ajustements ou prendre diverses décisions comme par exemple accepter un contrat sachant si le procédé est capable de répondre aux tolérances de fabrication, prolonger la production même si on sait que la valeur moyenne de la production dérive de sa valeur nominale, déterminer les fréquences de maintenance, et etc. Une bonne façon de savoir si le procédé est maîtrisé statistiquement, c'est que les mesures de caractéristiques des pièces produites suivront une courbe normale sans aucune cause spéciale. Il serait inutile de dessiner la courbe normale seulement à la fin de la production pour voir si une caractéristique était maîtrisée ou si les tendances se dessinaient. Une façon d'évaluer en cours de production si une caractéristique est maîtrisée statistiquement, c'est à l'aide de cartes de contrôle. Si une caractéristique suit une courbe normale, les chances qu'une mesure se retrouve dans la plage de 1 sigma de chaque côté de la moyenne sont invariablement établies à 68,2 %. Et il en va de même pour les autres écarts à la moyenne, soit 95,4 % pour une plage de plus ou moins 2 sigma et de 99,7 % pour un écart de plus ou moins 3 sigma à la moyenne. Donc, si on enregistrait les mesures d'échantillons dans le temps, disons des poids sur une carte de contrôle, il serait normal en cours de production que les caractéristiques suivent les probabilités de la loi normale. Donc, 68 % dans la zone verte, 13,6 % dans chacune des zones jaunes et 2,15 % dans chacune des zones rouges. Dans cette vidéo, on verra comment construire les cartes de contrôle, définir leurs zones et comment analyser les données qui s'y trouvent. Plusieurs types de cartes de contrôle sont disponibles selon les caractéristiques à contrôler, soit des caractéristiques mesurables comme le poids, les dimensions, la résistance électrique, la pression, ou etc., et les caractéristiques dénombrables. Ici, on juge si la pièce est bonne ou pas bonne, par exemple si elle est étanche ou non, si elle passe ou non le calibre d'inspection, tel un go-no-go, ou si son fini est bon ou pas. Mais peu importe le type de carte de contrôle, le principe reste le même et la méthode de construction reste sensiblement la même. Cette vidéo traitera seulement des cartes de contrôle pour des caractéristiques mesurables. Les autres cartes feront l'objet d'une autre vidéo. La carte de contrôle à utiliser pour des caractéristiques mesurables est la carte des X-bars, où chacun de ces points sur la carte représente la moyenne des valeurs pour un échantillon de pièces de taille n et prélevé à une certaine fréquence. La taille des échantillons et la fréquence d'échantillonnage seront traités dans une autre vidéo. Le but de cette vidéo est l'analyse des données et non les critères d'échantillonnage. Mais on peut dire quand même que la taille et la fréquence d'échantillonnage seront choisies en fonction du coût d'inspection, de la stabilité du procédé, des temps d'ajustement de la production et toute autre considération spécifique selon les situations données. Donc, pour chaque échantillon d'éléments allant de x1 à xn, on obtiendra une moyenne de x-bar qu'on placera sur la carte comme point. Donc, la carte se nomme la carte des x-bars. Supposons qu'on souhaite bâtir une carte des X à partir de ces données. La moyenne des données, soit les X-bars pour chacune des échantillons, doit être calculée, ainsi que les X-bar. Et ensuite, on peut les mettre sur la carte des X. Si, par exemple, on représentait par un trait rouge la dispersion de chaque échantillon, on verrait que l'échantillon numéro 5 a une très grande dispersion, même si la valeur de X-bar est par hasard de 4. Donc, on peut conclure que si la dispersion des pièces constituant la moyenne est trop importante, il faut enlever cette donnée de la carte des X-bars puisqu'elle n'est pas représentative de l'échantillon. Alors, deux questions se posent. Comment détermine-t-on la dispersion et quelles sont les limites permises de dispersion? La dispersion se détermine selon le nombre d'éléments dans l'échantillon. S'il y a 9 éléments et moins dans l'échantillon, la dispersion est calculée avec l'étendue. L'étendue étant la valeur maximale de l'échantillon moins sa valeur minimale. S'il y a 10 éléments et plus dans l'échantillon, la dispersion est calculée selon l'écart type, dont vous connaissez déjà la formule. Pour chaque dispersion, des cartes peuvent être établies, soit la carte des R pour les dispersions selon l'étendue et la carte des S selon la dispersion selon l'écart type. Pour chaque carte,
Il y a la limite inférieure de contrôle, le LIC, et la limite supérieure de contrôle, le LSC. La limite inférieure de contrôle pour la carte des R est égale à D3 R bar et la limite supérieure de contrôle est D4 R bar, alors que pour la carte des S, la limite inférieure de contrôle est B3 S bar et la limite supérieure de contrôle est B4 S bar. Les coefficients D3, D4, B3 et B4 sont donnés dans des tables et sont strictement déterminés selon le nombre n, soit le nombre d'éléments dans un échantillon, et non selon le nombre d'échantillons. Donc, si la dispersion d'un échantillon se retrouve à l'intérieur de ses limites de contrôle, cet échantillon pourra faire partie de la carte des X-bar. Maintenant qu'on a pu établir si une donnée X-bar peut faire partie de la carte des X-bar, nous devons bâtir la carte en établissant aussi les limites inférieures et supérieures de contrôle, ainsi que les bornes des zones intermédiaires, zones qui portaient les couleurs vertes, jaunes et rouges plus tôt dans la présentation. Les limites inférieures et supérieures de contrôle sont données comme suit. Où A2 et A3 sont aussi uniquement fonction du nombre d'éléments dans l'échantillon. Ces limites correspondent à un écart type de 3 sigma. Donc, si on divise ces écarts types en 3 parties égales, nous obtenons des ondes d'une largeur de 1 sigma. Ces ondes sont parfois identifiées comme étant les zones C, B et A. Une fois ces zones délimitées, on peut maintenant soumettre les points de la carte à 8 tests pour tenter de déceler si la caractéristique à l'étude montre un comportement étrange ou si elle ne se conforme pas à la distribution normale. Voici les tests. Test 1. Puisqu'il est très peu probable qu'une donnée se retrouve à l'extérieur des limites supérieures et inférieures de contrôle, si une donnée se retrouve à l'extérieur de ces données, on jugera le procédé non maîtrisé statistiquement. Test 2. Puisque statistiquement, la courbe normale devrait être distribuée normalement autour de la moyenne, il serait très peu probable d'avoir beaucoup de points de même côté de la moyenne. On dirait donc que si 9 points se situent en dessous de la moyenne ou 9 points consécutifs au-dessus de la moyenne, que le test échoue. Test 3. On dirait qu'il y a une tendance si 6 points sont consécutivement à la hausse ou à la baisse. Donc, le 6e point d'une tendance indiquera l'échec du test. Test 4. On dirait une caractéristique n'est pas maîtrisée si 14 points consécutifs alternent en dents de scie sur la carte. Un tel phénomène pourra être expliqué par exemple par l'alternance de 2 machines, de 2 opérateurs ou la présence de 2 méthodes de mesure. Une caractéristique n'est pas maîtrisée si 2 points sur 3 points consécutifs se situent dans la zone A. Ces 2 points doivent être du même côté de la ligne centrale. Le 3e point peut être n'importe où. Test 6. Une caractéristique n'est pas maîtrisée si 4 points sur 5 points consécutifs se situent dans la zone B ou au-delà. Ces 4 points doivent être du même côté de la ligne centrale. Le 5e point peut être n'importe où. Test 7. On dirait que le procédé n'obéit pas à la loi normale si trop de points se situent trop près de la zone centrale. Donc, si 15 points consécutifs se situent dans la zone C, on dirait que le procédé n'est pas maîtrisé statistiquement. Test 8. Puisque statistiquement, beaucoup de points devraient se retrouver dans la zone C, on dirait que si 8 points consécutifs se retrouvent en dehors de la zone C, que le procédé n'est pas maîtrisé statistiquement. On avait vu que pour la carte des X-bar, la distribution se faisait normalement autour de X double bar, à plus ou moins 3 sigma. Il y a une façon d'estimer le sigma, c'est pour ça qu'il y a un petit chapeau sur le sigma. Et la façon de l'estimer, c'est en disant que le sigma estimé pour le X-bar est égal à R bar sur D2, racine de n. Et le D2 est trouvé dans les tables. Et de la même façon, on peut dire que les R sont distribués autour de la moyenne R bar à plus ou moins 3 sigma estimé de R. Et de la même façon, on peut dire que le sigma estimé de R est égal à D3 sur D2 fois R bar. Et de la même façon, D3 et D2 sont obtenus par les tables. Et les valeurs de D2 et D3 sont évidemment
selon la valeur de n. En résumé, on doit savoir que pour suivre une caractéristique en cours de production, une carte de contrôle est requise. La carte de contrôle pour les caractéristiques mesurables est la carte des X-bars. Pour utiliser la carte des X-bars, il faut s'assurer que chaque point représente une moyenne ne provenant pas d'une dispersion trop grande. Pour savoir si la dispersion est adéquate, il faut avoir recours à la carte des R si la taille de l'échantillon est de 9 ou moins, ou à la carte des S si la taille de l'échantillon est de 10 ou plus. Pour toutes les cartes de contrôle, les limites de contrôle inférieures et supérieures sont établies. La carte des X est séparée en zones de 1 sigma de largeur pour pouvoir appliquer les tests de tendance, de distribution ou de comportement anormaux. On doit avoir recours à une table pour trouver les valeurs des différents coefficients utiles pour établir les frontières des différentes zones. J'espère que ça a été clair.